Bonjour à tous et bonjour à toutes. Contente de vous revoir pour ce nouveau tuto. Il y a quelque temps, je vous ai montré comment on pouvait enregistrer un fichier au format Excel et au format PDF à partir d'une date. Aujourd'hui, on va faire la même chose, mais l'enregistrement va se faire non pas à partir d'une date, mais à partir d'un mot-clé. Et ici, ça sera à partir du nom du client. J'ai donc créé une situation, je suis une entreprise de vente par correspondance de cadeaux. Et je vais pouvoir donc émettre une facture. Je vous montre, ça sera donc ici. On va essayer de faire un petit aperçu avant impression. Voilà la facture. Et bien entendu, je voulais aussi avoir la possibilité d'afficher toutes les factures émises pour un client et on utilisera donc cette partie ainsi que l'inspecteur gadget. Eh bien, c'est parti pour la démonstration. Bon, déjà, en premier, ce qu'on va faire, on va aller examiner comment se présente ce fichier. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 onglets. Le dernier onglet on ne va pas l'utiliser. Il renferme quelques informations qui se remplissent automatiquement au fur et à mesure qu'on fait une facture. Donc ici nous sommes sur l'onglet accueil. On va aller voir l'onglet. Alors avant d'aller voir l'onglet client, petite chose ici. Bien entendu, des boutons de navigation, c'est simplement des formes auxquelles j'ai attribué un lien hypertexte. Alors je vous montre comment on fait un lien hypertexte. Je crois que je l'avais déjà fait, mais on va faire une petite révision. Donc je vais insérer une forme. Alors si vous entendez un bruit de fond, ne vous inquiétez pas, je viens de recueillir un petit chien abandonné et avec mon chien, bah, ils jouent ensemble. Et donc ils font du bruit. Donc voilà, on va prendre cette forme-là et clic droit de la souris, lien hypertexte. J'utilise donc celle-ci, emplacement dans ce document. On va supposer par exemple que quand j'appuierai sur le bouton là, il aille sur l'onglet paramètres. En cellule, tiens, on va changer en cellule C2 et ce qu'on va faire, on va lui mettre une petite infobulle ici vers paramètres. Et regardez maintenant, donc notre curseur se transforme en petite main et on a bien l'infobulle vers paramètres. Je clique dessus et vous voyez, je suis bien sur l'onglet paramètres en cellule C2. Donc je vais le supprimer maintenant, couper. Voilà. Donc la même chose pour les autres. On va aller voir notre onglet client. Bon, bah, c'est simplement une petite page de cellules, un petit tableau avec nom, prénom. Oui, ce que j'ai fait, je me suis pas embêté, j'ai repris un fichier existant et où le nom était séparé du prénom. Donc j'ai utilisé une formule ici pour concaténer ces deux colonnes-là avec un espace entre. Donc ça me donne la formule A2 et donc entre guillemets un ou deux espaces, ça c'est vous qui choisissez, et B2. Que dire d'autre? Bien entendu, on ne fige pas les cellules pour que ça se répète sur les suivantes. Vous voyez A3 et B3, etc. Je retourne sur... ah si, j'ai oublié de préciser. Dans cette feuille-là, j'ai nommé deux plages de cellules. La première BD client. Alors, on va aller la choper. Comme ça, BD client. La voilà. Bon, c'est simplement mon tableau et j'ai rajouté pas mal de lignes au cas où je rajoute des clients. J'ai pas voulu m'embêter avec la formule décalée. Et la deuxième plage de cellules nommée, elle s'appelle client. C'est simplement cette plage-là. Alors là, par contre, je l'ai nommée de façon dynamique. On va grossir un petit peu ce truc-là. Voilà. En utilisant donc la fonction décaler, je lui dis simplement de décaler à partir de G2, 3 points virgule parce que j'ai pas d'information à remplir ici, autant de fois qu'il le trouvera de valeurs dans la colonne AA. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 14 plus 1
parce qu'il y a AA, donc il y a le titre, l'entête de colonne, mais bien entendu, je lui retire un à la fin pour qu'il ne prenne pas en considération l'entête de colonne. Ce qui fait que donc il décale G2, donc de 15 fois moins 1, 14. Et on aura donc cette plage de cellules, je vous montre, formule gestionnaire des noms, client, 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 client. Et si on fait ça, regardez, on a bien comment, les pointillés qui m'entourent bien tous mes noms de clients, mais pas l'entête, bien entendu. Voilà. On va examiner l'onglet article, là qui se présente de la même façon, un tableau avec les références. J'ai mis au format, donc vous voyez, j'ai tapé 1, mais j'ai formaté mes cellules pour qu'elles se présentent sur 3 positions. Donc je vous montre format cellule, donc personnalisé et 00 et bécard pour dire que c'est une valeur numérique, hein. Voilà, donc la désignation et mon prix hors taxe que j'ai formaté en monnaie. Pareil ici, deux plages de cellules nommées. Alors la première article, ça sera ça, donc qui est nommé de façon dynamique avec la fonction décalée. Pareil, hein, la même truc, je lui dis de décaler à partir de A à 2, autant de fois qu'il trouve des valeurs dans la colonne A, jusqu'à A2 jusqu'à A300, j'aurais pu mettre A3B si je voulais, moins 1 pour qu'il ne me prenne pas en considération l'entête de colonne. Et BD article, donc là, c'est pas nommé de façon... voilà. Donc j'aurais pu aussi ici effectivement mettre plus de lignes, ce qui veut donc dire que si je rajoute un article, il faudra que je pense à redéfinir ma plage de cellules nommées. Et bien maintenant, on va pouvoir donc passer à la facture. On y va. Alors, pareil, présentation de l'onglet. On a ça, j'aurais pas voulu le voir, je vais le supprimer. Voilà, ça aussi. C'était un précédent test. On a des cellules nommées, la cellule date, vous voyez, la voilà ici. On a la cellule destinataire, où apparaîtra le nom du client, qui est aussi, donc cette cellule est nommée. Ces deux cellules, bien entendu, ont une mise en forme conditionnelle, c'est-à-dire que si elles sont vides, elles sont en orange. Dès que je remplirai, la couleur s'enlèvera. Je vous montre la formule, la voilà. Hein, si la cellule est vide, vous voyez, j'ai pris cette possibilité-là. Si la cellule est vide, à ce moment-là, un petit format remplissage en orange. Appliquer, ok. On a pareil là deux autres cellules nommées TTC. Et ben, c'est celle-ci. Et la zone d'impression, ça c'est normal, hein, quand on fait un aperçu, voilà notre zone d'impression. Alors pourquoi j'ai nommé ces cellules-là? Tout simplement parce que quand je vais rentrer des formules, au lieu d'aller chercher les coordonnées des cellules, je mettrai directement le nom de la plage de cellules nommée et ça ira beaucoup plus vite. Donc on va enregistrer saisir notre première facture. Les parties orange donc sont à compléter. Nous sommes fin 2019. Ce que je vous propose, c'est de redémarrer notre facturier à 2020. Donc je vais prendre la date du 4 janvier 2020. Vous voyez, la case aussitôt s'est décolorisée puisque il y a quelque chose dedans. On choisit notre client. On va prendre le premier. Client, hein, c'est une liste déroulante. Je ne sais pas si je vous l'avais expliqué, validation des données, hein, tac, voilà. Donc c'est une liste à partir, la source c'est la plage de cellule qui est nommée client. Et on voit apparaître plusieurs renseignements. On va déjà s'attaquer à ça. J'avais simplement posé une double condition. Donc si et, il faut que les deux conditions soient remplies simultanément. Si la cellule nommée date n'est pas vide, ce qui est le cas, et la cellule nommée destinataire, donc c'est cette cellule-là,
Si elle n'est pas vide, à ce moment-là, Excel affichera facture numéro de petits points. Sinon, si l'une des deux ou aucune des deux conditions n'est remplie, Excel n'affichera rien. Je vous montre, je vais supprimer ma date, regardez, tout disparaît. Alors, si vous entendez des petits grognements, vous m'excusez, je viens de recueillir un chien abandonné et comme j'avais déjà un chien, il s'amuse comme des petits fous. Je remets ma date. Voilà, on va maintenant étudier ce qu'elle a. C'est le numéro de facture, la solution, alors il y a certainement d'autres numérotations, celle que j'ai choisie, c'est celle-ci, à savoir donc afficher le nom, seul le nom, hein, pas le prénom du client, et ensuite la date inversée, c'est-à-dire 2000, j'ai mis 2019, c'était 2020, je vais corriger, donc 2020, 01 pour le mois et 4 pour le jour. Je vais corriger ici 040120. Voilà, et vous voyez que ça se corrige automatiquement. Alors, le nom du client, comment on l'a? On l'a grâce à la cellule G3. G3, vous voyez, je l'ai caché. Je vais vous montrer ce qui se passe derrière le bouton de commande. On va donc le déplacer. Voilà, on a client 1. Client 1, c'est simplement donc le nom du client que j'obtiens grâce à la fonction index-equiv. Je vais vous expliquer comment cette fonction marche. On l'a déjà vu hein, précédemment, notamment dans le tuto où on affiche, si mes souvenirs sont exacts, on affiche la photo d'un contact en fonction du nom choisi. Mais j'ai trouvé une autre solution qui sera peut-être un peu plus simple pour vous comprendre. Voilà, j'ai fait un petit tableau. La fonction index-equiv, ça fonctionne comme, grosso modo, comme la bataille navale. La fonction index, elle a besoin de 3 renseignements. La base de données, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle doit lire. Et ici, ça sera tout ça. Ce que je vous propose même, vous voyez, on va nommer cette plage de cellules, on va la nommer base. Voilà. Elle aura besoin, donc la fonction index, elle aura besoin aussi du numéro de ligne, mais numéro de ligne par rapport à la base, pas par rapport à la feuille Excel. Vous voyez, on est sur la ligne 7, mais par contre, c'est la première ligne de notre base de données. Et index aura aussi besoin du numéro de colonne, toujours pareil, par rapport à la base, pas par rapport à Excel. Alors, je vous donne un exemple. Alors, attendez, oui, je voudrais, par exemple, trouver ce qu'il y a en ligne 2 et... non, ligne 3 et colonne 2. Eh bien, je vais simplement mettre index de... Alors, la ligne, on a dit la ligne 3. Ah non, d'abord ma base, hein, la matrice. Donc, on l'a appelée base. On la retrouve ici. Base. La ligne 3 et la colonne 2. Donc, normalement, on doit voir affiché mercredi. On y va et vous voyez, il est bien affiché mercredi. Il y a des situations où on ne connaît pas le numéro de ligne directement parce que, et c'est le cas dans notre facture, parce qu'on recherche une information à partir d'une variable. Et c'est exactement le cas ici. Et donc, il nous faut demander à Excel qu'il repère le numéro de ligne. On va le faire ici et pour ça, donc, on fait appel à la fonction equiv. Alors, la valeur recherchée, ça sera, on va prendre pour exemple celle-ci, mercredi. Alors, je tends un peu le dos parce que c'est déjà une formule. Alors, formule sur formule, je ne sais pas si ça va fonctionner. Le tableau de recherche, là, par contre, on n'a pas besoin de toute la base. On a besoin simplement de la colonne. On sait que c'est en colonne 2. Donc, ce qu'on fait, on saisit la colonne, toutes les données de la colonne 2. Et la dernière variable qu'Excel a besoin, c'est de savoir si on veut un résultat exact ou inférieur ou supérieur. Bon, ici, ça sera un résultat exact.
Normalement, il devrait m'afficher le chiffre 3. Et vous voyez, le mot mercredi se trouve bien en ligne 3 de la colonne 2. Et donc, quand on combine les deux, c'est ce qu'on va faire. On va le faire avec un autre truc. On va faire rouge, par exemple. Hein, je sais que dans ma base, il y a le mot rouge. Et bien, on va le chercher. Je vais combiner les deux fonctions. Donc, index qui va me renvoyer le contenu d'une cellule. Ma matrice à lire, ça sera la base. Par contre, je ne sais pas où se trouve le mot rouge. Je ne sais pas sur quelle ligne. Donc, on va mettre équive. Équive de on recherche rouge. Dans quelle colonne? Dans celle-ci. On veut un résultat exact. Voilà, donc équive aura déterminé la ligne. Maintenant, on revient sur la fonction index et on sait que les couleurs, c'est en 1, 2, 1, 2, 3, quatrième colonne. Donc on affiche le quatrième. Le chiffre 4 pour la quatrième colonne, normalement, devrait s'afficher le mot rouge. Alors maintenant, imaginez que je ne mette pas rouge, mais que je mette je veux voir ce qui se trouve sur la même ligne, mais dans la colonne 2. Enfin, dans la deuxième colonne de ma base. Donc, je vais mettre le chiffre 2 à la place du chiffre 4. Et normalement, devra apparaître mercredi. Entrée mercredi. Si je veux voir ce qu'il y a sur la même ligne, mais dans la troisième colonne de ma base, et vous voyez, c'est bien la lettre C. Je pense que là, c'est un peu plus clair comme explication. On revient donc sur notre facturier et c'est exactement la même formule que j'ai utilisée ici, c'est-à-dire que je dis index. Quelle matrice lire? C'est la base de données client. Souvenez-vous, c'est tout ça. Ensuite, je ne connais pas le numéro de ligne. Alors, j'appelle la fonction équive et je veux chercher donc client 1 François, ça sera la cellule nommée destinataire. Dans quelle colonne, entre guillemets, dans quelle plage de cellules nommée? Dans la plage nommée client, et souvenez-vous, c'est celle-ci. On voit bien qu'il y a client François, il est là. Et la dernière chose, donc, résultat exact. Par contre, je voudrais voir ce qui se trouve dans la première colonne sur la même ligne que client François dans ma matrice BDD client. Client, hein, voilà. Client, la première colonne, on doit trouver client 1 et c'est ce qu'on a trouvé. Voilà, donc le numéro de la facture, c'est le résultat de cette formule qu'il y a ici, suivi donc de la date transformée en texte. Donc j'appelle la fonction texte, texte de date, c'est-à-dire texte D1, mais à quel format? Année, les 4 chiffres de l'année, donc le mois exprimé en chiffres. Ici, ça sera 0,1. Et le jour, JJ, ça sera toujours un chiffre. Si j'avais marqué JJJ, ça m'indiquerait les 3 ou 4 premières lettres de la journée de la semaine. On continue. Donc ici, liste déroulante, on l'a vu. Pareil, ici, donc, index équive. Il suffit donc de bien indiquer quelle matrice lire et quelle colonne. Donc là, ici, ça sera la colonne nommée client. Et ici, donc, c'est l'adresse. On veut la troisième colonne. Regardez, 1, 2, 3. C'est bien où figurent tous les noms de rues. Il suffit simplement après de faire un copier-coller et de changer le numéro de colonne. Ici, la cinquième colonne, c'est là où il y a les codes postaux. Et la sixième colonne, c'est là où il y a les villes. Vous voyez, c'est très simple. Je vous conseille d'utiliser assez souvent cette fonction équivindex qui au départ peut paraître un peu compliquée, mais à force de la manipuler, vous allez acquérir la gymnastique intellectuelle et ça sera un jeu d'enfant après pour vous. Je vais replacer ça donc dans mon... Ah, ça.
ici pour cacher ça, c'est pas la peine de le voir. Et on poursuit. Ici, on va donc taper la référence. Je sais que c'est des articles. Alors, je me souviens plus combien j'ai d'articles. J'en ai 36. Donc, je vais taper 1. Aussitôt, on a la dénomisation de l'article. Eh bien, exactement pareil. Index équive. Et bien entendu, là, il faut prendre la bonne matrice. Donc, la base de données des articles. C'est tout ça. Et ensuite, je veux voir afficher ce qui apparaît en deuxième colonne. C'est la colonne où il y a les désignations des articles. Quantité, on ne l'a pas encore remplie. Par contre, effectivement, la prix unitaire hors taxe, c'est pareil. Là, il me lit ce qu'il y a en troisième colonne de ma base de données articles sur la même ligne où se trouve 001. Et vous voyez qu'ici s'affiche une petite couleur, mais qui ne sera pas imprimée. Hein. Je vais vous montrer ça tout de suite, puisque c'est en dehors de la zone d'impression. C'est simplement un petit repère visuel. Éventuellement, ça, j'aurais pu le mettre en rouge ou en jaune. C'est ce que je vais faire. Cette mise en forme conditionnelle, elle est simplement là pour vous indiquer de penser à mettre la quantité. Ça se mettra automatiquement. Alors, on va déjà dépioter cette case, regardez, je lui dis que si C15, alors C15 c'est là où il y a les quantités, si C15 n'est pas vide, s'il y a un chiffre dedans, à ce moment-là, il me calculera le total hors taxe qui équivaut à le prix unitaire multiplié par les quantités. Par contre, s'il n'y a pas de quantité, il ne m'affiche pas de total hors taxe. On va modifier cette mise en forme conditionnelle pour qu'elle soit plus parlante. La voilà, la mise en forme. Je vais modifier la règle. Donc si à 15, ça m'indique que si à 15, c'est ça. Je ne fiche pas mon numéro de ligne pour décliner la mise en forme conditionnelle sur les lignes suivantes. Donc si A15 est supérieur à 0, là, mes références, c'est des numéros. C'est pour ça que j'ai marqué supérieur à 0. J'aurais pu marquer différent de rien, par exemple. Et ici, le format, j'avais mis du orange. Je vais mettre du rouge pour que ce soit plus parlant. Et j'applique. Fermé. On va saisir donc une quantité. Allez, il en prend 5. Donc ça me fait tout de suite le calcul. Par contre, effectivement, vous voyez ici, ça reste en couleur et ça me dérange un petit peu. J'aimerais bien que quand la quantité est indiquée, la couleur disparaisse, de façon à retirer un petit peu l'alerte. Alors on va changer la formule de notre mise en forme conditionnelle. Je vais la chercher, la voilà. Donc je disais si A15 est supérieur à 0. Alors on va mettre une deuxième condition. Donc on va indiquer le mot et. Ma première condition, donc il faut que la référence soit indiquée. Et la deuxième condition, pour que ça devienne rouge, il faut que ma quantité ici, ma cellule, soit vide. Et bien alors la cellule c'est en C15. Alors je vais figer par des F4 juste la colonne mais pas la ligne pour décliner vers le dessous. Un premier F4 ça fiche tout, un deuxième F4 ça fige la ligne et un troisième F4 fige ma colonne. Voilà, alors si C15 est égal à 0, on sait que dans cette colonne C15 on indiquera, on rentrera des valeurs numériques. Donc on va mettre égal à 0 ou inférieur à 1 par exemple. Là, c'est exactement la même chose. Je ferme ma parenthèse, j'ai modifié ma formule. Deux conditions. La première, A15, il doit avoir quelque chose dans A15 et par contre dans quantité, il ne doit plus rien avoir. Le format reste le même, ok, et j'applique. Alors je ne comprends pas pourquoi mon ordinateur fait ça. Et vous voyez la couleur a disparu. Je vais rentrer un deuxième article pour vérifier si ma mise en forme est bonne. On va prendre l'article 10. Remarquez, donc on a bien l'intitulé de l'article, donc c'est Drapin Capricorne. Si vous voulez, on peut vérifier.
article le 10, drap de bain Capricorne, c'est parfait. Je n'ai pas de quantité indiquée, donc je n'ai pas de total hors taxe. Par contre, j'ai un repère visuel qui m'indique qu'il faut que je complète quelque chose. C'est simplement les quantités. On va en prendre deux. Et aussitôt, donc, le calcul se fait et la couleur disparaît. C'est parfait. Le total hors taxe, le voilà, donc c'est bien la somme de tout ça. Ensuite, on calcule la TVA sur ce total. Des articles qu'à 20% de TVA. Et le TTC, alors cellule nommée. Cellule nommée parce que j'en aurais besoin pour autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai nommé cette cellule. 4409. Et ben, ma facture est prête. On peut l'imprimer, bien entendu, ce que je ne vais pas faire. Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. Je suis en train de réfléchir que je n'oublie rien. On va pouvoir l'imprimer. Je vous remontre une dernière fois mon dossier facturation. Le dossier est vide. Vous voyez bien. Je vais l'enregistrer. Alors, petite précision, je vais l'enregistrer au format PDF. On peut l'enregistrer en format Excel. Le problème, c'est que si on l'enregistre en format Excel, ça va enregistrer tout le classeur avec les 4 onglets qui nous sont 1, 2, 3, 4, même 5 onglets. Et nous, pour la facture, on n'a besoin que de celui-là. Et on ne peut pas, je n'ai pas trouvé, j'ai essayé, j'ai fouillé sur Internet, je n'ai pas trouvé de solution pour enregistrer un seul onglet d'un classeur Excel. La seule possibilité, c'est d'enregistrer au format PDF et le format PDF va enregistrer la zone d'impression. Ça va enregistrer, donc je vous remontre, ça va enregistrer ça. Par contre, ça ne va pas enregistrer ce qu'il y a sur le côté, ce qui est parfait. Allez hop, on y va. J'enregistre. Et voilà, on reste bien sur notre fichier Excel facturier. On va aller regarder ce qui s'est passé sur... je vais remonter d'un degré. Sur notre dossier facturation, regardez, Excel a créé donc un sous-dossier qu'il a nommé du nom du client, du nom complet du client. Et si on regarde là, normalement, on doit voir apparaître un fichier PDF. Alors je retourne bien entendu sur mon classeur pour vous montrer comment cela a été possible. Vous connaissez déjà la procédure puisqu'elle a été expliquée avec le cas du garage. Voilà, sauver PDF. Excel a besoin de deux variables d'ordre alphabétique. Le nom, c'est le nom du fichier et le chemin du sous-dossier, c'est ça. Il a besoin de connaître ça. Quel nom ça prendra et comment il doit le placer par rapport à YouTube ici. Hop. Alors, le nom du fichier, le voilà. C'est ce qui se trouve dans la feuille paramètres en cellule B7. On va aller regarder ça tout de suite. Alors, par contre, le chemin du sous-dossier, c'est ce qui se trouve en paramètres dans la feuille paramètres dans la cellule B5. Allez, on va les fouiller là-dessus, paramètres. On va les regarder. J'ai décomposé point par point, donc mon dossier facturation. Hein, le chemin, ça sera tout ça. En n'oubliant pas de mettre un anti-slash ici. Il suffit simplement de faire comme ça. Je vous remontre. Je vais remonter facturation, copier le chemin, facturier. Si je colle, vous voyez qu'à facturation, il n'y a pas d'anti-slash, donc je le rajoute après. Mon sous-dossier, le voilà. Le sous-dossier, c'est tout simplement le nom et le prénom du client, c'est-à-dire le destinataire, la valeur de la cellule qui est nommée destinataire. Alors, égal destinataire, tout simplement.
le chemin du sous-dossier, ça sera tout ça, suivi du nom du sous-dossier, suivi d'un anti-slash. Regardez, B3, suivi de B4, suivi d'un anti-slash, que je mets entre guillemets puisque c'est une donnée d'ordre alphabétique. Le nom du fichier, donc là c'est affaire de goût pour chacun. J'ai pris pour principe de mettre le nom du fichier, de le construire comme ça. Donc dans un premier temps, fac du. Alors bien entendu, ne pas mettre un point, c'est ce que j'avais fait et ça me foutait la zone au moment de la macro. Il y a des caractères qui sont réservés pour... enfin, qui sont interdits dans des noms de fichiers tels que le point, le tiré, les deux points. Il y en a certainement d'autres, mais ils ne me viennent pas en mémoire. Donc j'ai mis fact du avec un espace, plus un espace après du. Ensuite, je fais suivre ça donc de la date transformée en texte, mais je lui donne le format, le numéro du jour, un espace. Je ne peux pas mettre de trait oblique. Je crois que c'est un caractère qui ne rentre pas non plus dans les noms de fichiers. Donc j'ai mis un espace. Vous pouvez mettre un trait de soulignement, ça fonctionne. Le mois exprimé sur 3 lettres, 3 ou 4 lettres, je crois. Enfin, le mois en abrégé, en lettres. Un espace et l'année. À la suite de ça, je lui rajoute le mot 2 avec un espace avant, un espace après, tout simplement avant pour pas que le mot 2 soit collé à la cellule, enfin à 2020. Et je rajoute en dernier le montant TTC, qui est une donnée numérique, mais je vais le transformer en texte, donc j'appelle la fonction texte, et je lui donne le format chiffre, 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 virgule, chiffre, chiffre, espace, et le signe euro. Alors j'ai pris 3 chiffres, j'ai pensé que c'était suffisant. Éventuellement, on peut rajouter un bécard. Pardon, le bécard, c'est simplement Alt-GR 3. Hein, si vous pensez que vous aurez des factures au-dessus de 999 €, vous rajoutez un bécard. Ça ne change rien sur le truc. Tant qu'il rencontre un chiffre, il le met. Après, il s'arrête. S'il y a 4 bécards, mais il n'y a que 2 chiffres, il mettra que les 2 chiffres. Et donc, mon truc, je reviens sur le nom de mon fichier. Et ensuite, je rajoute .pdf. Je ne suis pas sûr que ça soit obligatoire. Si, je crois qu'il faut le rajouter. Enfin, moi, je l'ai mis. Ça mange pas de pain. Et voilà donc comment est constitué le nom de notre fichier. Par contre, le chemin du fichier, le voilà. Ça sera ça, suivi de ça, avec un anti-slash. Donc, ça sera beaucoup plus simple de dire que le chemin complet du fichier, c'est le chemin du sous-dossier, suivi du nom du fichier, que voilà, B5, suivi de B6. Et voilà comment on retrouve ici le nom du fichier, c'est ce qui se trouve en B7 dans la feuille paramètres. Il suffit, regardez, je vais changer sur ma facture, je vais changer le nom du client, je vais prendre le deuxième. Vous remarquez que le numéro de facture a changé aussi, client 2. Éventuellement, ici, on aurait pu mettre un espace pour que ce soit un peu plus lisible. Ben, c'est ce que je vais faire. J3 et texte 2. Alors ici, par exemple, on met et. Alors, guillemets, espace, guillemets, et. Ça ne passe pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Je recommence. Texte 2 et guillemets, espace, guillemets, et normalement ça doit être bon. Ça passe pas. Ça doit venir de là de mon ordinateur normalement. Hein. Je reviens en arrière. Il faudra que je regarde pourquoi j'ai ce truc-là. Bon, ça fait regarde, j'ai changé de client, hein, c'est client 2 Christian, et regardez dans paramètres, client 2 Christian. Donc, si
on appuyait ici, bien entendu, j'aurai un autre sous-dossier. Mais on va pas le faire, on le fera après. Donc, j'ai mon nom de sous-dossier, j'ai mon nom de fichier. Il faut d'abord que je pose une condition. Il se peut que ce soit la première facture pour mon client, donc le sous-dossier n'existe pas. Et voilà la formule. Alors, si je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai toujours pas trouvé. Toujours est-il que si le sous-dossier n'existe pas, si le chemin du sous-dossier n'existe pas, donc VB nul string, alors il faut faire appel à la macro qui crée le sous-dossier qui est juste en dessous. Vous connaissez cette macro puisqu'on l'a utilisée dans le cas du garage. Il suffit simplement de lui dire que le chemin sous-dossier, ce sera une valeur alphabétique, que ce chemin du sous-dossier, on le trouve en B5 de la feuille paramètres, et ensuite, MK, ça veut dire make, donc créer le sous-dossier nommé, alors c'est vrai que là j'aurais dû faire autrement, nommé par ce qui se trouve en B5, défini par chemin sous-dossier. Ensuite, Excel reviendra donc ici. Une fois qu'il aura créé le sous-dossier, il créera le fichier de type PDF que voilà la formule. Donc, c'est simplement exporte au format PDF et tu lui donnes comme nom au fichier nom, et le nom est défini par ça, par ce qui se trouve en B7 dans la feuille paramètres. J'espère être clair, on est en fin de semaine, j'avoue que je suis un petit peu fatigué. Je reviens sur ma feuille de calcul. Donc voilà, on a enregistré une première facture. Donc ici, c'était le client 1. Une fois qu'elle est enregistrée, ce qu'on peut faire, imaginons qu'on ait une deuxième facture à faire, on a besoin d'effacer certains trucs, mais attention, d'autres cellules ont des formules. Donc j'ai pris la précaution de faire une petite macro que j'ai appelée recette, et vous voyez j'ai créé un bouton pour appeler cette macro. Cette macro elle consiste simplement à dire tu effaces le contenu de ce qu'il y a là. Ça on n'a pas besoin de s'en occuper, ça se fait automatiquement. La macro dira d'effacer le contenu de cette cellule nommée destinataire. Elle va effacer aussi le contenu de tout ce qu'il y a là-dedans et le contenu de tout ce qu'il y a là-dedans, puisque ici, vous le voyez, on a des formules, donc il ne faut pas y toucher. Je vous montre la macro, elle est très rapide. Recette, voilà. Cellule D1 de la feuille facture, tu effaces le contenu, pareil. Alors, C7, E7, pourquoi j'ai mis ça? Ici, on a des cellules fusionnées. VBA n'aime pas bien les cellules fusionnées. Je ne peux pas mettre, par exemple, efface-moi le contenu de la cellule destinataire. Il ne va pas comprendre, parce que c'est une cellule fusionnée. Je suis obligé de reprendre l'intégralité, sans défaire la fusion, hein, bien entendu, hein, de lui dire tu m'effaces de C7 à E7. Donc on ne le voit pas ici, parce que c'est fusionné, mais je suis obligé d'indiquer comme ça, sinon il n'effacera. Je suis même pas certaine qu'il effacera, puisqu'il a une cellule fusionnée, ça va bugger. Il faut bien faire attention à ça. Cellule fusionnée, bien indiquer la totalité des cellules. Ce qu'on trouve donc ici, c'est 7 à E7. L'appareil A15 à A34, c'est les références. Et là, c'est les quantités. Et bien, hop, j'appuie, voilà, ça y est, c'est fait. On peut saisir un deuxième client, une deuxième facture. On va la dater du 10 janvier 2020. Vous voyez que là, rien n'apparaît parce qu'il manque le nom du client, du destinataire, de la facture. Tiens, on va prendre Richard. Voilà, toutes les coordonnées de Richard, enfin donc son nom, son adresse, apparaissent. Il nous suffit maintenant de remplir ce qu'il a commandé. Allez, on a 36 articles. Hein. On va prendre le 7. Vous voyez, un petit rouge, là, ça a attiré mon œil. Il faut que je remplisse la quantité. C'est quoi? Ah bah c'est les draps de barre. On va prendre le 23. C'est une loupe. Non. Il en veut qu'une. On va prendre le 30.
un sac à main multipoche, il va faire un cadeau à son épouse ou à sa copine. Il en prend un aussi. Allez, hop, c'est suffisant. Vous voyez le montant TTC 51,08 dans 51,80. On va aller regarder ce qui s'est passé dans paramètres. Regardez, client 5 Richard. Client 5 Richard. Et le nom du fichier, fac du 10 janvier 2020. C'était bien la date qu'on avait pris. Oui, 10 janvier 2020. Vous voyez là, par contre, il a marqué 51,8. Ah, ça m'embête. Il faudrait que je reformate mon truc. Alors ici, on va peut-être... Je vais essayer de mettre un 0 pour voir si ça fonctionne. Voilà, 51,80. Je préfère qu'il y ait des centimes. Par contre, je vais rajouter un article de façon... Alors, je ne sais plus... pour qu'il y ait, par exemple, ici 85. Si je le multiplie par 2, 78, 27 par exemple. Tiens, c'est parfait. 64, 27. On va aller regarder sur paramètres. 64, 27. Donc, petit correctif, hein, sur le nom du fichier, on ne met pas un bécard, parce que si c'est un 0, d'office, Excel va le supprimer. On rajoute un 0 pour dire que ça sera un chiffre, mais ça ne sera pas un 0. Si c'est un 7, il mettra le 7. Et bien, c'est parfait. On va pouvoir enregistrer notre facture. Hop, j'y vais, j'appuie. Pourquoi il me fait ça? Je ne sais pas. On va aller regarder ce qui s'est passé dans notre dossier facturation. On a bien deux sous-dossiers. Client 1, c'était notre première facture. Client 5, Richard. Notre deuxième facture, on va aller regarder si elle est bien enregistrée. La voilà. Facture du 10 janvier 2022, 64,27. C'est parfait. Facturier. Voilà. Bon, si on a une troisième facture à saisir, remise à 0 et on recommence. Ce que je vous propose, on a d'autres choses à voir sur ce fichier. Bon, c'est assez rapide, mais pour ne pas allonger la vidéo, je vais faire un deuxième tuto où on va donc s'occuper d'afficher la liste des fichiers en fonction du client qu'on aura choisi ici. On a une liste déroulante et je voudrais donc voir afficher toutes les factures du client. Donc je vous dis à une prochaine fois. Je vais essayer de m'en occuper ce soir. En tout cas, je mettrai ça en ligne assez rapidement et ça terminera donc le volet enregistrer un fichier en fonction d'un mot-clé. Je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à m'interpeller si vous avez un point que j'ai mal expliqué. J'essaierai de retrouver une autre façon de l'expliquer. Je vais par contre maintenant, sans vouloir être désagréable, mais préciser une petite chose parce que ça m'est arrivé déjà pas mal de fois. J'ai des personnes qui effectivement me disent oh, elles sont bien vos vidéos, vos fichiers sont bien, c'est exactement ce que je voulais faire. Vous pourriez mettre en ligne votre fichier. Alors je suis désolée, je ne mettrai pas en ligne mes fichiers. Je vous explique pourquoi. C'est tout simplement, si je fais toutes ces vidéos où je vous explique point par point toutes les mises en forme, les fonctions que j'utilise et aussi le contenu des macros, c'est pour vous rendre autonome dans Excel. Sinon, il suffirait simplement que je fasse mon fichier, que je le mette en ligne et surtout que je ne passe pas des heures à faire des vidéos. Donc, s'il vous plaît, ne me demandez plus le fichier, je ne le mettrai pas en ligne. Je souhaite de tout cœur que vous arriviez à faire la même chose et même mieux, je vais vous dire, c'est que à partir des exemples que je vous donne, vous ayez une idée et que vous essayez de faire votre propre fichier en fonction de vos besoins. Bien entendu, je reste à votre disposition si vous avez un souci particulier.
Je reste à votre disposition pour vous l'expliquer. Et ça m'est déjà arrivé qu'une personne s'est inspirée d'un de mes fichiers pour faire quelque chose et il n'est pas arrivé jusqu'au bout parce que il lui manquait certains éléments. Il m'a envoyé son fichier en m'expliquant ce qu'il voulait et je l'ai corrigé dans le sens qu'il voulait. Ça, il n'y a aucun souci, je le ferai. Mais je ne veux pas vous donner le travail tout mâché. C'est pas vous rendre service et en tout cas, ce n'est pas l'objectif de ma chaîne. Je tenais à le souligner. Certains seront peut-être déçus, mais je suis désolée. Moi, mon objectif, c'est que vous soyez le plus autonome possible sur Excel. D'où souvent je vous demande, n'hésitez pas si vous avez un besoin particulier à me le dire et auquel cas je ferai un tuto pour cela. Je vous dis donc à très bientôt et on verra donc la dernière partie de cette application. Au revoir.